Bonjour à tous. Nous avons la lourde et difficile tâche de vous sortir d'une certaine torpeur digestive. Donc nous allons essayer à tous les quatre, et notamment avec les auxiliaires de justice présents à cette table ronde. Pour ma part, je vais l'introduire en 5 minutes et j'introduirai cette table ronde de ma place, bien sûr, de mandataire judiciaire à protection des majeurs dans un service mandataire. Le MJPM confronté au décès de la personne protégée. Le MJPM dont le rôle actif cesse, on le sait bien, au nom ou auprès de la personne, en même temps que la mesure de protection, sous réserve des éclairages que nous a apporté ce matin le professeur Peterka, relatif donc à cette gestion d'affaires qui nous plonge dans une perplexité certaines depuis et c'est l'article 418 du Code civil, depuis la réforme. Nous sommes toujours dans un clair-obscur parce que le professeur Peterka a fait ce qu'elle pouvait avec les imprécisions du droit positif en la matière. Pour autant, le MJPM n'en reste pas moins fortement sollicité après le décès de la personne, même si son mandat a pris fin. Donc, un des rôles essentiels du MJPM en amont du vivant de la personne sera bien sûr d'intervenir à ses côtés pour anticiper les dispositions à prendre en vue de ses obsèques ou de sa succession. Donc, son rôle va être essentiellement de faire émerger la volonté et accompagner l'expression de celle-ci pour des actes éminemment personnels. Après le décès, la fonction principale, donc en dehors de l'improbable ou de la concrète gestion d'affaires, reste une fonction de transmission, et essentiellement de transmission. C'était l'ouverture que je voulais donner à l'intervention de mon collègue Frédéric Dos Santos quand il parlait d'être garant des volontés, de la transmission de ces volontés. Bien évidemment, on s'en est accordé tous les deux. Une transmission pour pouvoir aux obsèques, puis à la succession du défunt, bien entendu. Donc, les mentions et références d'un contrat obsèque ou d'une mutuelle complémentaire, d'un compte ou livret suffisamment créditeur pour acquitter les prestations funéraires, et puis toutes informations permettant la mise en œuvre de la succession, notamment l'actif, le passif, l'état civil, la composition de l'entourage familial, etc. Ça va mieux en le disant. Cette transmission est bien sûr une obligation juridique, mais à mon avis également largement éthique du MJPM. Juridique du fait de l'article 414 et de l'obligation de reddition des comptes, de la remise des 5 derniers comptes annuels de gestion. C'est d'ailleurs une obligation, somme toute, très classique dans un mandat que de rendre compte. Mais éthique parce que, toujours se souvenir que le MJPM n'est que dépositaire des données et informations qui lui sont confiées dans l'exercice de son mandat. Et comme il en est dépositaire, il s'en astreint éthiquement à une obligation de sécurisation de ces données, d'où la confidentialité notamment, voire le secret, le débat reste ouvert chez les mandataires, mais également de la restitution de ces informations et données. Donc il s'agit bien sûr de l'information et transmission des comptes de gestion de la personne de son vivant et aux héritiers après le décès, puisque le mandataire n'en est nullement propriétaire. Cette transparence, cette lisibilité de son action à l'égard des intéressés est, me semble-t-il, un aspect fort et constitutif de la posture professionnelle et de la déontologie du mandataire. Se posent, à mon avis, 2 questions essentielles quant à cette obligation de restitution, de divulgation, de transmission. La première, c'est à qui transmettre ? Et la seconde, c'est quoi transmettre ? À qui transmettre ? Très concrètement, le mandataire, et là j'interrogerai les auxiliaires de justice à nos côtés, comment s'assure-t-on de la qualité d'héritier ? Comment s'assure-t-on de la qualité du notaire désigné par certains enfants ou certains ayants droit au moins apparents ? Il apparaît bien que la confidentialité des données auxquelles est astreint le mandataire est un élément essentiel de sa fonction, au cœur de sa prestation de serment. Et donc, il s'applique au-delà du décès. Cette obligation s'applique au-delà du décès, puisque c'est une obligation liée à son statut et non à l'exercice particulier d'une mesure singulière. Et d'ailleurs, l'article 510 insiste à juste titre quant à la confidentialité du compte de gestion. Un des aspects du problème sera donc pratique. Comment procède le MJPM, régulièrement confronté à des familles aux liens distendus, à des familles composées, recomposées, et dont la recomposition est mal connue, pour identifier les héritiers compétents pour recueillir les informations successorales, désigner un notaire, etc. Quoi transmettre, deuxièmement, et pour quelle visée ?
S'agissant du patrimoine, le Code civil, le droit nous éclaire de manière assez satisfaisante. Les finalités sont l'organisation de la succession et rendre compte au continuateur et des obsèques et rendre compte au continuateur du défunt, les héritiers. Il se pose le problème pratique de la communication des éléments aux ayants droit, notamment qui ne comprennent pas forcément les documents fournis, peuvent être particulièrement requérants quant aux explications demandées. Et je m'abstiendrai de m'étendre sur la contestation de l'opportunité des actes passés antérieurement. Mais ça pose beaucoup de questions pratiques et de temps consacré à cela. Concernant les éléments extra-patrimoniaux, les textes sont muets et cela peut poser aussi bien des difficultés pratiques. Quelle valeur ont l'expression de volonté orale ou écrite adressée au mandataire par la personne, de son vivant bien sûr, notamment relative à l'organisation de ses obsèques ou de sa succession, et qui n'aurait pas pu être formalisée par un contrat de prestation funéraire, un acte testamentaire, etc. Que doit faire le mandataire de données personnelles, correspondance, vœux, etc., dont il serait dépositaire? Quelle est leur portée, leur force probatoire? Le mandataire doit-il divulguer, y compris sans savoir si les héritiers souhaitent en être destinataires, divulguer, si c'était la volonté du défunt, des informations, des correspondances, des histoires de famille dont on ne peut décider à la place des intéressés si ces informations doivent être tues et transmises. Donc, je laisse ouverts les points de suspension quant à toutes ces informations personnelles, extra-patrimoniales, mais qui posent régulièrement des questions pratiques. Et je conclurai en vous exposant cet exemple du délai, la question du délai de conservation de ces données. Donc, au niveau de la responsabilité, on sait que c'est 5 ans. En matière patrimoniale, ce délai est peu douteux du fait de l'article 415. Mais là, on parle bien de la responsabilité civile du mandataire. On ne parle pas d'éthique ou de déontologie. La réflexion en matière n'est pas épuisée. Confère l'exemple de cette veuve qui a pu obtenir une pension de réversion plus de 8 ans après le décès de son époux sous tutelle, puisque le mandataire avait conservé des bulletins de paye aux documents tout ce temps. Je vais tout de suite passer la parole donc, pour une intervention croisée, je crois, à Maître Couzigou et à Maître Robe.